Le moine. Première partie du chapitre 3. Voici les brigands que tous les voyageurs tremblent de rencontrer. Plusieurs sont gens bien nés, quand sa fureur, leur jeunesse indisciplinée, a chassé loin de la société respectable. Les deux gentilshommes de Vérone, de William Shakespeare. Le marquis et Lorenzo se rendaient en silence à l'hôtel de la Cisternasse. Le premier était occupé à se rappeler chaque circonstance dont le récit pouvait donner à Lorenzo une idée plus favorable de sa liaison avec Inès. Le dernier, justement alarmé pour l'honneur de sa famille, se sentait embarrassé de la présence du marquis. Après l'aventure dont il venait d'être témoin, il ne pouvait pas le traiter en ami, mais, choisi pour arbitre des intérêts d'Antonia, il comprenait que le traiter en ennemi serait impolitique. Il conclut de ses réflexions qu'un profond silence serait le plan le plus sage, et il attendait avec impatience l'explication de don Raimondo. Ils arrivèrent enfin à l'hôtel. Le marquis le conduisit aussitôt à son appartement et commença à exprimer sa satisfaction de le rencontrer à Madrid. Lorenzo l'interrompit. « Excusez-moi, Seigneur, dit-il d'un air de réserve, si je réponds avec quelque froideur aux égards que vous me témoignez. L'honneur d'une sœur est compromis dans cette affaire. Tant que je ne serai pas fixé sur ce point et éclairé sur le but de votre correspondance avec Inès, je ne puis vous considérer comme mon ami. Je suis impatient de savoir le motif de votre conduite, et j'espère que vous ne différerez pas l'éclaircissement que vous m'avez promis. Auparavant, donnez-moi votre parole que vous m'écouterez patiemment et avec indulgence. J'aime trop ma sœur pour la juger rigoureusement, et jusqu'à ce jour je n'ai pas eu d'ami qui me fût plus cher que vous. J'avouerai de plus que le pouvoir que vous avez de m'obliger dans une affaire qui me tient fort au cœur me fait désirer ardemment que vous soyez toujours digne de mon estime. Lorenzo, vous me ravissez. Vous ne pouvez me faire un plus grand plaisir que de me procurer l'occasion d'être utile aux frères d'Inès. Prouvez-moi que je puis accepter vos services sans déshonneur, et il n'est personne au monde à qui j'aime mieux avoir obligation. Probablement vous avez entendu votre sœur parler d'Alfonso d'Alvarada. Jamais. Quoique je ressente pour Inès une tendresse vraiment fraternelle, les circonstances nous ont empêchés d'être beaucoup ensemble. Encore enfant, elle a été confiée aux soins de sa tante, qui avait épousé un gentilhomme allemand. Il n'y a que 2 ans qu'elle a quitté leur château pour revenir en Espagne, lorsqu'elle s'est déterminée à renoncer au monde. Bon Dieu, Lorenzo, vous saviez son intention, et vous n'avez fait aucun effort pour l'en dissuader? Marquis, vous me faites injure. La nouvelle que j'en reçus à Naples m'affligea extrêmement, et je me hâtai de revenir à Madrid dans le dessein exprès d'empêcher ce sacrifice. À mon arrivée, je voulais au couvent de Sainte-Claire qu'Inès avait choisi pour faire son noviciat. Je demandai à voir ma sœur. Figurez-vous ma surprise, elle refusa de me recevoir. Elle déclarait positivement qu'appréhendant mon influence sur son esprit, elle ne voulait pas s'exposer à une entrevue avec moi avant la veille du jour où elle devait prendre le voile. Je suppliai les nonnes, j'insistai pour voir Inès, et je n'hésitai pas à les soupçonner hautement de la retenir loin de moi contre son gré. Pour se disculper de cette imputation de violence, l'abbesse m'apporta quelques lignes, écrites évidemment de la main de ma sœur, et où elle confirmait le premier message. Tous mes efforts subséquents pour obtenir un moment de conversation avec elle furent aussi inutiles. Elle était inflexible, et je n'eus la permission de la voir que le jour qui précéda celui où elle allait entrer au cloître pour ne plus le quitter. Cette entrevue eut lieu en présence de nos principaux parents. C'était pour la première fois depuis son enfance que je la voyais, et ce fut une scène des plus attendrissantes. Elle se jeta dans mes bras,
m'embrassa et pleura amèrement. Par tous les arguments possibles, par les larmes, par les prières, à deux genoux, je m'efforçai de lui faire abandonner sa résolution. Je lui représentai tout ce qu'avait de pénible la vie monastique. Je dépeignis à son imagination tous les plaisirs qu'elle allait quitter, et je la conjurai de me révéler ce qui occasionnait son dégoût pour le monde. À cette dernière question, elle devint pâle, et ses larmes coulèrent encore plus abondamment. Elle me supplia de ne point insister sur cette question, qu'il me suffit de savoir que sa détermination était prise, et qu'un couvent était le seul lieu où elle pouvait maintenant espérer de la tranquillité. Elle persévéra dans son dessein et prononça ses vœux. Je l'allai voir souvent à la grille, et chaque moment que je passais avec elle me fit éprouver plus de chagrin de sa perte. Peu de temps après, je fus obligé de quitter Madrid. Je ne suis revenu que hier au soir, et depuis je n'ai pas eu le temps d'aller au couvent de Sainte-Claire. Ainsi, avant de l'entendre de ma bouche, le nom d'Alfonso d'Alvarada vous était inconnu? Pardonnez-moi, ma tante m'a écrit qu'un aventurier de ce nom avait trouvé moyen de s'introduire dans le château de Lindenberg, qu'il s'était insinué dans les bonnes grâces de ma sœur et qu'elle avait même consenti à s'enfuir avec lui. Mais avant que ce plan ne fût exécuté, le seul cavalier apprit que les terres qu'il croyait être les propriétaires d'Inès, à Saint-Domingue, m'appartenaient à moi. Cette découverte le fit changer d'idée. Il disparut le jour où l'enlèvement devait avoir lieu, et Inès, au désespoir de sa perfidie et de sa bassesse, prit le parti de se renfermer dans un couvent. Ma tante ajoutait que comme cet aventurier s'était donné pour être un de mes amis, elle désirait savoir s'il m'était connu. Je répondis que non. Je ne me doutais guère alors qu'Alfonso d'Alvarada et le marquis de la Cisternas étaient une seule personne et même personne. Le portrait qu'on me faisait du premier n'avait aucun rapport avec ce que je savais du second. En cela, je reconnais facilement le caractère perfide de Doña Rodolpha. Chaque mot de ce récit porte le cachet de sa méchanceté, de sa fausseté, du talent qu'elle a de noircir ceux à qui elle veut nuire. Pardonnez-moi, Médina, de parler si librement de votre parente. Le mal qu'elle m'a fait autorise mon ressentiment, et quand vous aurez entendu mon histoire, vous serez convaincu que mes expressions n'ont point été trop sévères. Il commença alors son récit de la manière suivante. Histoire de Don Raymondo, marquis de la Cisternas. Une longue expérience, mon cher Lorenzo, m'a prouvé toute la générosité de votre nature. Je n'ai pas attendu que vous déclariez l'ignorance où vous étiez des aventures de votre sœur, pour supposer qu'on avait eu soin de vous les cacher. Si vous les aviez su, à quelles infortunes Inès et moi nous aurions échappé. Le destin en a ordonné autrement. Vous étiez en voyage quand je fis connaissance avec votre sœur, et comme nos ennemis se gardaient bien de lui dire où vous étiez, il lui était impossible de vous demander par lettre votre protection et vos conseils. En quittant Salamanque où vous restâtes à l'université, une année après moi, comme je l'ai su depuis, je commençai immédiatement le cours de mes voyages. Mon père fournit généreusement à mes dépenses, mais il me recommanda de cacher mon rang et de ne me présenter partout que comme un simple gentilhomme. Cette idée lui avait été suggérée par son ami, le duc de Villahermosa, un seigneur dont l'habileté et la connaissance du monde m'ont toujours inspiré la plus profonde vénération. « Croyez-moi, mon cher Raymondo, me dit-il, vous recueillerez plus tard le fruit de cet abaissement temporaire. Il est vrai que, comme comte de la Cisternas, vous seriez reçu les bras ouverts, et que votre vanité de jeune homme serait satisfaite des attentions qui pleuvraient sur vous de tous côtés. Maintenant, c'est de vous-même que presque tout va dépendre. Vous avez d'excellentes recommandations, mais ce sera votre affaire de vous les rendre utiles. Il faudra faire des frais pour plaire. Il faudra vous étudier à obtenir l'approbation des personnes à qui vous serez présenté. Celles qui auraient recherché l'amitié du comte de la Cisternas
n'auront aucun intérêt à découvrir le mérite ou à supporter patiemment les défauts d'Alfonso d'Alvarada. En conséquence, lorsque vous vous verrez réellement goûter, vous pourrez sans crainte l'attribuer à vos bonnes qualités et non à votre rang. Et la distinction dont vous serez l'objet sera infiniment plus flatteuse. De plus, l'élévation de votre naissance ne vous permettrait pas de vous mêler aux classes inférieures de la société que vous pourrez maintenant fréquenter. À mon avis, vous devez en retirer de grands avantages. Ne vous bornez pas à voir les gens les plus considérables de chaque pays où vous passez. Examinez les usages et les mœurs de la multitude. Entrez dans les chaumières et en observant comment sont traités les vassaux des étrangers, apprenez à diminuer les charges et à augmenter le bien-être des vôtres. Selon moi, parmi les bénéfices qu'un jeune homme appelé à jouir du pouvoir et de la fortune peut retirer de ses voyages, il ne doit pas considérer comme un des moins réels l'occasion de se mêler aux basses classes et de voir par ses yeux les souffrances du peuple. Pardonnez-moi, Lorenzo, de vous ennuyer de ces détails. Les liens étroits qui nous unissent maintenant font que je tiens à vous instruire de toutes les particularités qui me concernent. Et dans ma crainte d'omettre la moindre circonstance qui peut vous donner une idée favorable de votre sœur et de moi, il est bien possible que j'en relate plus d'une que vous trouverez dénuée d'intérêt. Je suivis le conseil du duc, et bientôt la sagesse m'en fut démontrée. Je quittai l'Espagne sous le nom de Don Alfonso d'Alvarada, et suivi d'un seul domestique d'une fidélité éprouvée. Paris fut mon premier séjour. Pendant quelque temps j'en fus enchanté, comme en effet doit l'être tout jeune homme, riche et avide de plaisir. Cependant, toute sa gaieté me laissait un vide au cœur. Je devins las de dissipation. Je m'aperçus que les gens au milieu desquels je vivais et dont l'extérieur était si poli, si séduisant, étaient au fond frivoles, insensibles et peu sincères. Je laissai là les habitants de Paris avec dégoût, et je quittai le théâtre du luxe sans un soupir de regret. Je tournai mes pas vers l'Allemagne. Mon intention était de visiter les principales cours. Avant cette excursion, je voulais m'arrêter quelque peu à Strasbourg. Comme je descendais de ma chaise à Lunéville pour prendre quelques rafraîchissements, je remarquai un brillant équipage, suivi de 4 domestiques, vêtus d'une riche livrée, et qui étaient arrêtés à la porte du Lion d'Argent. Bientôt après, en regardant par la croisée, je vis une dame d'un extérieur plein de noblesse, et accompagnée de 2 femmes de chambre montées dans le carrosse, qui partit immédiatement. Je demandai à l'hôte quelle était cette dame. Une baronne allemande, monsieur, de haut rang et d'une grande fortune. Elle vient de rendre visite à la duchesse de Longueville, à ce que m'ont dit ces gens. Elle va à Strasbourg où elle trouvera son mari et ils retourneront ensemble à leur château en Allemagne. Je me remis en chemin, voulant arriver le soir même à Strasbourg. Mais ma chaise s'étant brisée, mon espoir fut trompé. L'accident m'était arrivé au milieu d'une épaisse forêt, et je n'étais pas peu embarrassé de trouver le moyen de continuer ma route. On était au cœur de l'hiver, déjà la nuit tombait, et Strasbourg, qui était la ville la plus proche, était encore éloignée de plusieurs lieues. Il me parut que si je ne voulais pas passer la nuit dans la forêt, je n'avais pas d'autre parti à prendre que de monter sur le cheval de mon domestique et de gagner ainsi Strasbourg, expédient qui, dans cette saison, était loin d'être agréable. Cependant, ne voyant pas d'autre ressource, il fallait bien m'y résigner. Je fis donc part de mon dessein au postillon, en lui disant que je lui enverrais du secours dès que je serais arrivé. Je n'avais pas grande confiance dans mon honnêteté, mais il avait tout l'air d'être fort avancé en âge. Esteban était bien armé, et je crus ne courir aucun risque de perdre mon bagage.
Par bonheur, à ce que je pensais, il s'offrit une occasion de passer la nuit plus agréablement que je ne m'y attendais. Lorsque j'exprimai l'intention d'aller seul jusqu'à Strasbourg, le postillon secoua la tête d'un air de désapprobation. « La route est longue, dit-il. Il vous sera difficile d'arriver là sans guide. D'ailleurs, monsieur ne paraît pas habitué aux rigueurs de la saison, et il est possible que, hors d'état de supporter ce froid excessif, à quoi bon toutes ces objections, interrompis-je avec impatience. Je n'ai pas d'autre ressource. Je cours encore plus de risques de périr de froid en passant la nuit dans la forêt. Passer la nuit dans la forêt, répliqua-t-il. Oh, par Saint-Denis, nous n'en sommes pas tout à fait réduits à cette extrémité. Si je ne me trompe, nous sommes tout au plus à 5 minutes de marche de la cabane de mon vieil ami Baptiste. C'est un bûcheron et un très honnête garçon. Je ne doute pas qu'il ne vous donne asile avec plaisir pour cette nuit. Pendant ce temps-là, je puis prendre le cheval de selle, aller à Strasbourg et revenir avec les ouvriers qu'il faudra pour réparer la voiture au point du jour. Et au nom du ciel, dis-je, comment avez-vous pu nous laisser si longtemps en suspens? Pourquoi n'avoir pas plutôt parlé de cette cabane? Quelle incroyable stupidité! Et si l'histoire t'a plu, n'oublie pas de t'inscrire et de partager en laissant un commentaire. Allons, Merci. allons, en voilà assez. Conduisez-nous sans délai à la cabane du bûcheron. Il obéit, et nous nous mîmes en marche. Les chevaux réussirent, non sans peine, à traîner derrière nous la voiture brisée. Mon domestique avait presque perdu la parole, et je commençais moi-même à sentir les effets du froid lorsque nous atteignîmes le but tant désiré. C'était une maison petite, mais propre. En m'approchant, je me réjouis d'apercevoir à travers la fenêtre la clarté d'un bon feu. Notre conducteur frappa à la porte. Il se passa quelque temps avant qu'on répondît. Les gens de l'intérieur semblaient incertains s'ils devaient nous recevoir. « Allons, allons, ami Baptiste, cria le postillon impatienté. Que faites-vous? Dormez-vous? Ou refuserez-vous de loger cette nuit un gentilhomme dont la chaise vient de se briser dans la forêt? »« Ah, est-ce vous, brave Claude? Répliqua une voix d'homme. Attendez un instant, on va vous ouvrir. Bientôt les verrous se tirèrent, la porte s'ouvrit et un homme se présenta, une lampe à la main. Il fit au guide une réception cordiale et, s'adressant à moi, « Entrez, monsieur, entrez et soyez bienvenu. Excusez-moi de ne pas vous avoir reçu d'abord, mais il y a tant de vauriens par ici que, sauf votre respect, je vous ai pris pour un d'eux. » Tout en parlant, il nous introduisit dans la chambre où j'avais remarqué le feu. Et il me fit asseoir dans un bon fauteuil placé au coin de la cheminée. Une femme, que je supposais être celle de mon hôte, se leva de son siège à mon entrée et me reçut en me faisant une légère et froide révérence. Elle ne répondit point à mon compliment, mais se rasseyant aussitôt, elle se remit à l'ouvrage qui l'occupait. Les manières de son mari étaient aussi prévenantes que les siennes étaient rudes et repoussantes. « Je voudrais pouvoir vous loger plus convenablement, monsieur, dit-il, mais nous ne pouvons pas nous vanter d'avoir beaucoup de place dans cette chaumière. Pourtant, nous ferons en sorte de vous donner une chambre pour vous et une pour votre domestique. Il faudra vous contenter d'une maigre chère, mais ce que nous avons, croyez que nous vous l'offrons de bon cœur. » Puis se tournant vers sa femme. « Comment restez-vous assise là, Marguerite, d'un air aussi tranquille que si vous n'avez rien de mieux à faire? Trémoussons-nous, femme, trémoussons-nous. Préparez à souper, allez chercher des draps. Ici, mettez des bûches au feu, ce monsieur semble mort de froid. » La femme jeta brusquement son ouvrage sur la table et se mit à exécuter ses ordres avec une mauvaise humeur visible. Sa physionomie m'avait déplu de prime abord. Cependant, après tout, ses traits étaient beaux incontestablement, mais elle était jaune et maigre. Sa mine était sombre et renfrognée, et offrait des marques si évidentes d'humeur et de désobligeance
qu'elle n'aurait pu échapper aux moins attentifs des observateurs. Chacun de ses regards et de ses gestes exprimait le mécontentement et l'impatience, et les réponses qu'elle faisait à Baptiste lorsqu'il lui reprochait en riant son air bougon étaient aigres, brèves et piquantes. Enfin, à première vue, je conçus pour elle autant de répugnance que je me sentis bien disposé en faveur de son mari, dont l'extérieur était fait pour inspirer l'estime et la confiance. Sa physionomie, à lui, était ouverte, franche, amicale. Ses manières avaient l'honnête simplicité de celles des paysans, sans avoir la grossièreté. Ses joues étaient larges, pleines et rubicondes, et par l'ampleur de sa carrure, il semblait faire amende honorable pour la maigreur de sa femme. Aux rides de son front, je lui donnai 60 ans, mais il portait bien son âge et avait l'air dispos et vigoureux. La femme ne pouvait pas avoir plus de 30 ans, mais comme activité de corps et d'esprit, elle était infiniment plus vieille que son mari. Néanmoins, en dépit de sa mauvaise volonté, Marguerite se mit à préparer le souper, tandis que le bûcheron causait gaiement de divers sujets. Le postillon, qu'on avait muni d'une bouteille d'eau-de-vie, était prêt à partir pour Strasbourg, et prit de nouveau mes ordres. « Pour Strasbourg, interrompit Baptiste, vous n'y allez pas cette nuit. Je vous demande pardon, si je ne vais pas chercher des ouvriers pour accommoder la chaise, comment monsieur fera-t-il pour partir demain? C'est vrai ce que vous dites, j'avais oublié la chaise. Fort bien, mais Claude, vous pouvez bien au moins souper ici. Cela vous fera perdre très peu de temps, et monsieur a l'air trop bon pour vous renvoyer l'estomac vide par une nuit aussi cruellement froide que celle-ci. J'y acquiesçai bien volontiers, disant au postillon qu'il m'était parfaitement indifférent d'arriver demain à Strasbourg 1 ou 2 heures plus tard. Il me remercia, et quittant la cabane avec Esteban, il alla mettre ses chevaux dans l'écurie du bûcheron. Baptiste les suivit jusqu'à la porte, et regardait dehors avec inquiétude. « Il fait un vent âpre et cuisant, dit-il. Je ne comprends pas ce qui peut retenir mes garçons si tard. Monsieur, je vous montrerai 2 des plus beaux gars qui aient jamais chaussé souliers de cuir. L'aîné a 23 ans, le second est d'1 an plus jeune. À 50 milles de Strasbourg, il n'y a pas leur pareil pour la raison, le courage et l'activité. Je les voudrais de retour, je commence à être inquiet d'eux. » Marguerite, pendant ce temps-là, était occupée à mettre la nappe. « Êtes-vous inquiète aussi, lui dis-je. »« Moi non, répondit-elle d'un air revêche, ce ne sont pas mes fils. »« Allons, allons, Marguerite, dit le mari, ne te fâche pas contre monsieur. Sa question est toute simple. Si tu n'avais pas l'air de si méchante humeur, il ne t'aurait jamais cru assez vieille pour avoir un fils de 23 ans. Mais vois comme ton mauvais caractère te vieillit. Excusez l'impolitesse de ma femme, monsieur. Un rien la met hors d'elle, et elle est un peu piquée que vous lui donniez plus de 30 ans. C'est la vérité, n'est-ce pas, Marguerite? Vous savez, monsieur, que les femmes sont chatouilleuses sur l'article de l'âge. Allons, allons, Marguerite, déridons-nous un peu. Si tu n'as pas d'enfant aussi âgé, tu en auras dans quelques 20 ans d'ici, et j'espère que nous vivrons assez pour les voir tout pareils à Jacques et à Robert. Marguerite joignit les mains avec emportement. « Dieu m'en préserve, dit-elle, Dieu m'en préserve. Si je le croyais, je les étranglerais de mes propres mains. » Elle quitta précipitamment la chambre et monta l'escalier. Je ne pus m'empêcher de témoigner au bûcheron combien je le peignais d'être enchaîné pour la vie à une compagne d'un caractère si difficile. « Ah, Seigneur, monsieur, chacun a sa part de souffrance, et Marguerite est la mienne. D'ailleurs, après tout, elle est maussade et non méchante. Le pis est que son affection pour 2 enfants qu'elle a eus d'un premier mari lui fait jouer le rôle de marâtre avec les 2 miens. Elle ne peut pas les voir, et si je l'écoutais, il ne mettrait jamais le pied chez moi. Mais quant à cela, je tiens bon, et jamais je ne consentirai à abandonner les pauvres garçons à la merci du monde, comme elle m'en a si souvent pressé. Sur tout le reste, je la laisse faire à sa tête. Et réellement, elle conduit parfaitement un ménage. Je dois dire cela sa louange. » Nous causions de la sorte,
lorsque notre conversation fut interrompue par un grand cri qui venait de la forêt. « Ce sont mes fils, j'espère, dit le bûcheron, et il courut ouvrir la porte. Le cri fut répété. Nous distinguâmes un bruit de chevaux, et bientôt après un carrosse, suivi de plusieurs cavaliers, s'arrêta à la porte de la cabane. Un d'eux demanda à quelle distance ils étaient encore de Strasbourg. Comme c'était à moi qu'ils s'adressaient, je lui répondis qu'ils en étaient à tant de lieues, le nombre que m'avait dit Claude. Sur quoi, une grêle d'imprécations tomba sur les postillons qui s'étaient égarés. Les personnes qui étaient dans la voiture avaient été prévenues de la distance, et aussi que les chevaux étaient fatigués à ne pouvoir pas aller plus loin. Une dame, qui paraissait être la maîtresse, montra beaucoup de chagrin à cette nouvelle, mais comme il n'y avait pas de remède, un des domestiques s'enquit du bûcheron s'il pouvait les loger cette nuit. Il parut fort embarrassé et répondit que non, ajoutant qu'un gentilhomme espagnol et son valet étaient déjà en possession des seules pièces disponibles de la maison. À ces mots, la galanterie de ma nation ne me permit pas de garder un logement dont une femme avait besoin. Je signifiai sur le champ au bûcheron que je transférais mon droit à cette dame. Il fit quelques objections, mais j'en triomphai, et courant à la voiture, j'en ouvris la portière et j'aidai la dame à descendre. Je la reconnus immédiatement pour la même que j'avais vue à l'auberge de Lunéville. Je saisis une occasion de demander à un de ses domestiques quel était son nom. La baronne Lindenberg fut la réponse. Il était impossible de ne pas remarquer combien l'accueil fait par l'hôte à ses nouveaux venus était différent de celui qu'il m'avait fait à moi-même. Sa répugnance à le recevoir se lisait visiblement sur sa physionomie, et il eut de la peine à prendre sur lui de dire à la dame qu'elle était bienvenue. Je l'introduisis dans la maison et la fis asseoir dans le fauteuil que je venais de quitter. Elle me remercia fort gracieusement et me fit 1000 excuses de l'incommodité qu'elle me causait. Tout à coup, la mine du bûcheron s'éclaircit. « Enfin, j'ai tout arrangé, dit-il en l'interrompant. Je puis, madame, vous loger, vous et votre suite, sans que vous soyez dans la moindre nécessité de rendre monsieur victime de sa politesse. Nous avons 2 pièces disponibles, une pour madame, l'autre pour vous, monsieur. Ma femme cédera la sienne aux 2 femmes de chambre. Quant au domestique, il faudra qu'il se contente de passer la nuit dans une grange qui est à quelques pas de la maison. Ils y auront un grand feu et un aussi bon souper que nous trouverons moyen de le leur donner. » Après quelques mots de reconnaissance de la dame et quelques difficultés que je fis de priver Marguerite de son lit, l'arrangement fut accepté. Comme la chambre était petite, la baronne renvoya immédiatement ses domestiques mâles. Baptiste était sur le point de les conduire à la grange dont il avait parlé, lorsque 2 jeunes gens parurent à la porte de la cabane. « Enfer et furie !» s'écria le premier en reculant. « Robert, la maison est pleine d'étrangers. »« Ah, voici mes fils !» cria notre hôte. « Eh bien, Jacques, Robert, où courez-vous, garçons? Il y a encore assez de place pour vous. » Sur cette assurance, les jeunes gens revinrent. Le père les présenta à la baronne et à moi. Après quoi, il se retira avec nos domestiques, tandis qu'à leur requête, Marguerite menait les 2 femmes de chambre à la pièce destinée à leur maîtresse. Les 2 nouveaux venus étaient grands, forts, bien faits. Ils avaient les traits durs et le teint tout hâlé. Ils nous firent leurs compliments en peu de mots et traitèrent Claude, qui venait d'entrer, en ancienne connaissance. Puis ils se débarrassèrent de leurs manteaux, ôtèrent un ceinturon de cuir où pendait un long coutelas, et chacun d'eux tira de sa ceinture une paire de pistolets qu'il posa sur une tablette.